Isabelle s'est lancée. Ok. Ben, bonjour à tous. Vous êtes en train de vous installer tous. On va attendre encore quelques instants avant de démarrer. Ah, il y a un micro. Allô? Isabelle? Oui? Oui, c'est Maxime Cordier. Désolé, j'ai dû me délocaliser parce qu'on n'arrivait pas à arrêter l'alarme incendie. D'accord. Ok. Ben, installez-vous confortablement et je vous remercie de couper votre micro. Merci. Donc, je vous prie de nous excuser. On attend encore un petit moment. Il nous manque une des intervenantes. Est-ce que vous m'entendez bien? Oui, on t'entend bien. D'accord. Eh bien, écoutez, je vais mettre à profit ces quelques minutes d'attente pour dire rebonjour à ceux qui étaient là ce matin. Je suis ravie de vous retrouver après cette pause déjeuner que nous n'avons malheureusement pas pu partager. Et bonjour à ceux qui nous rejoignent uniquement pour les séquences d'atelier de cet après-midi. Je vous prie de m'excuser. Oui? 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 Ah, ben, je vous vois, ça y est, c'est parfait. Voilà, et bien écoutez, je reprends. Donc, bonjour à tous, bienvenue à ceux qui nous rejoignent que maintenant et rebonjour à ceux qui étaient déjà là ce matin. Nous avons donc pour l'après-midi 2 séquences d'ateliers, chacune d'1 heure, pour lesquelles on a essayé autant que faire se peut donc d'avoir des témoignages, mais aussi de réserver du temps pour vos questions. Quelques consignes, si vous le permettez, avant de démarrer. On est en mode webinaire, donc ça permet d'avoir une certaine fluidité et une certaine qualité des échanges, mais ça implique un certain nombre de contraintes. Donc, c'est moi, Isabelle Robineau-Bertrand, donc animatrice du réseau TEDIF, qui est en charge de l'animation de cette séquence et qui donc vais distribuer la parole donc, aux intervenants d'une part, mais aussi à mes collègues qui sont en train qui se préparent à surveiller vos questions et puis également à ceux qui voudraient prendre la parole. Donc, si vous avez des questions suite aux propos qui sont tenus par les intervenants ou des choses dont vous auriez besoin, ben,
vous avez une fonction questions et réponses dans laquelle vous pouvez aller inscrire votre question. Ce qui nous serait utile, c'est qu'en même temps que vous posez votre question, vous vous dites qui vous êtes et de quelle structure vous êtes, parce que ça peut nous aider à orienter la question vers tel ou tel intervenant. Vous pouvez aussi utiliser le module Converser si vous voulez échanger ou faire part d'un témoignage. Il y a également un collègue qui surveille. Et puis, je remercie les intervenants et mes collègues de l'organisation de fermer les micros quand ils n'ont pas la parole. Les participants, a priori, tous vos micros sont fermés d'office puisqu'on est en mode webinaire. Mais si vous demandez la parole et qu'on a le temps, on pourra essayer de vous les ouvrir. Voilà. Alors, cet après-midi, donc, ce premier atelier est consacré à l'approvisionnement alimentaire de qualité. Donc, dans les projets de transition écologique des territoires, ces questions d'alimentation saine, d'approvisionnement, de relocalisation des ressources alimentaires sont des sujets qui montent de plus en plus, hein, que ce soit dans les projets de plan climat ou d'agenda 2030. Et c'est des sujets que la crise qu'on vient de passer et qui se poursuit a mis particulièrement à l'honneur. Alors, comme on a vu ce matin, les structures de l'EESS sont très présentes dans ces domaines de l'agriculture et de l'approvisionnement, hein. Je ne vais pas revenir dessus. Steve nous l'a parfaitement bien présenté ce matin, mais je vous renvoie plutôt à l'étude menée par la CRES avec le soutien de l'ADEME, donc que vous trouverez sur le site de la CRES, sur le site du TEDIF, de l'ADEME vraisemblablement, où toute cette filière est bien détaillée. Nous, on a préféré vous proposer une illustration à partir de la COP Bio Île-de-France. Donc, nous avons réuni trois intervenants que je remercie de leur mobilisation à nos côtés. Donc, Jannick Le Lagadec du département de la Seine-et-Marne, Nathalie Zanato qui dirige la COP Bio Île-de-France et Maxime Cordier de la ville de Fontenay-sous-Bois. Voilà. Donc, je vais leur donner la parole. Et donc, vous, participants, moi, je ne peux pas vous voir si vous avez envie de poser une question. Donc, il faut absolument que vous les inscriviez dans questions-réponses. Donc, on va commencer par Jannick Le Lagadec, si vous voulez bien remettre votre micro. Donc, vous êtes élu au département du Val-de-Marne sur ces questions de santé et d'agriculture, entre autres. Vous êtes aussi élu à Champigny-sur-Marne, élu à la COP. Et donc, je comptais sur vous en guise d'introduction donc pour nous expliquer comment, ou pour vous demander comment la mise en place de circuits… Vous m'entendez ? Comment la mise en place de circuits alimentaires de qualité s'inscrit dans une politique globale de transition écologique qui peut être celle du département ou celle de la commune. Alors, merci tout d'abord de votre invitation. Voilà, pour partager les différentes expériences. C'est extrêmement important, je pense, de pouvoir partager d'une collectivité à une autre ce qui se déploie comme expérience. Je vais par contre couper ma vidéo parce que j'ai l'impression que en fait, j'entends moins bien. Alors, je ne sais pas si vous m'entendez bien. Moi, je vous entends très, très bien. Je pense qu'on le saurait déjà dans le chat s'il y avait un problème. D'accord, donc je laisse pour l'instant la vidéo. Comment est-ce que les politiques publiques, finalement, on a un certain nombre de politiques publiques qui ont comme fil rouge la transition écologique, et comment est-ce qu'aujourd'hui, on le voit au travers de la crise sanitaire qu'on vit, on met en place des politiques d'adaptation donc à ce qui nous est imposé par les crises qu'on vit. Donc là, c'est la première et très grosse crise, mais il y en aura d'autres. On a eu déjà des crises climatiques importantes, comme les canicules, par exemple. Donc, comment est-ce qu'on construit des politiques publiques autour de ça? Alors, nous,
c'est vrai qu'elle se décline dans un plan climat, air, énergie. Elle se retrouve avec ce fil rouge de la transition écologique. Pour ma part, donc, je suis en délégation de l'agriculture donc, dans le Val-de-Marne. Alors, c'est vrai que ça peut paraître prêté à sourire, puisque évidemment, tout le monde a bien en tête que le Val-de-Marne est un département urbanisé. Donc, je pense qu'il y a un double objectif de la part du président du conseil départemental en créant cette délégation. C'est d'une part, de conserver les terres agricoles qu'on a encore sur le département. Donc, on a encore 1000 hectares. Donc, comment est-ce qu'on accompagne nos agriculteurs? C'est aussi regagner de la nature sur la ville. Donc, l'inverse de ce qui s'est passé jusque-là, puisque en fait, il y a beaucoup de terres agricoles qui disparaissent et qui ont disparu ces dernières années, ces dernières décennies. Et donc, savoir comment est-ce qu'on peut introduire plus d'agriculture urbaine, donc gagner la nature sur la ville. Donc, au niveau du département, ce qu'on a travaillé, parce qu'on a un petit peu dans notre ADN l'habitude de travailler en concertation avec l'ensemble des acteurs du territoire, donc les acteurs bien sûr de l'économie sociale et solidaire, mais aussi des associatifs, les autres collectivités. Donc on a travaillé, on a initié des rencontres de l'agriculture, et au bout de ces rencontres, donc on a voté en assemblée départementale un plan pour une agriculture en transition, donc dans lequel, bien évidemment, on avait un axe important donc, de soutien à la consommation individuelle et collective de tout ce qui est bio et local. Et donc, je dis bien bio et local. C'est aussi le sens de notre implication au sein de la COP Bio d'Île-de-France, puisque moi, je représente donc, le collège des collectivités, puisque c'est une SIC. Et donc, vous avez, enfin, Nathalie Zanato vous présentera tout à l'heure donc, la COP Bio. C'est bien entendu la volonté pour notre collectivité de participer à la structuration d'un marché bio local en Île-de-France pour avancer donc, sur ces chemins de la transition, sur moins de distance, donc consommer en circuit court. On a vu lors de cette crise que les circuits courts et les produits donc, locaux étaient plébiscités par nos concitoyens. Et donc, voilà, c'est aussi comment est-ce que pour nos collégiens, puisque notamment ça intervient pour les enfants, mais je pense que c'est vrai aussi pour les villes, comment est-ce que ça arrive donc dans les assiettes de nos enfants? Parce que c'est aussi permettre à tous d'accéder au bio et pas que ce soit réservé seulement à une certaine catégorie de la population. Parce que voilà, je pense que dans cette transition écologique, il y a quelque chose qui est important, c'est qu'elle doit être populaire. Et si elle n'est pas populaire, elle ne sera pas. Donc, il y a bien à travailler ces questions avec l'ensemble de la population. Voilà, très rapidement dit. Alors, j'ai une deuxième expérience, puisque c'est au niveau de la ville de Champigny. Je suis représentante de la ville au sein du syndicat intercommunal donc, de restauration collective qui s'appelle le CIRESCO, donc, qui fournit les repas pour donc, la ville de Champigny. Il y a sur l'Île-de-France plusieurs syndicats donc, intercommunaux qui s'occupent de la restauration donc, des communes. Le CIREC, le CIVURESC, le CIDO Resto, Coquelicot, CIREV, donc je ne vous en cite que quelques-uns, mais c'est donc une structuration pour les communes qui permet évidemment d'avoir une échelle peut-être un peu plus importante que uniquement à l'échelle d'une ville, parce que c'est un coût important. Alors Maxime Cordier, qui s'occupe de la restauration de Fontenay-sous-Bois, vous en dira plus, mais ils sont, eux, donc structurés différemment, uniquement sur leur ville. Sur le CIRESCO, on a aussi donc, travaillé avec la COP Bio d'Île-de-France. Donc, il y a eu un engagement fort d'introduction des produits bio et locaux, notamment des fromages blancs et des yaourts en seau. Donc, voilà un petit peu dans quel sens on a avancé. Donc, évidemment, quand on parle d'aliments bio, on est obligé de parler en même temps de tout ce qui est gaspillage alimentaire, puisque
il y a tout de suite derrière ce qui intéresse aussi ceux qui s'occupent de la mise en place des repas des enfants, c'est le coût de l'assiette, le coût du service. Et donc, quand on arrive à travailler sur le gaspillage alimentaire, on peut aussi finalement faire glisser des coûts d'un poste vers un autre et donc consacrer peut-être un peu plus de finances à acheter des produits donc bio, locaux et donc de meilleure qualité. Voilà, rapidement brossé. Eh bien, écoutez, pas été trop vite. Non, écoutez, je vous remercie beaucoup. Ça a bien posé le contexte dans lequel se situe l'expérience qui nous intéresse là. Et on va tout de suite donc demander à Nathalie Zanato. Donc, Nathalie, vous pouvez ouvrir votre micro et Yannick, vous pouvez fermer le vôtre. Voilà, merci. Donc, vous êtes la directrice de la COP Bio Île-de-France. Donc, en écho à ce que vient de dire Madame Yannick Le Lagadec, si vous pouviez nous présenter donc cet outil et nous présenter comment ça marche pour les agriculteurs d'une part et avec vos clients collectivités d'autre part, illustrer le service que vous leur apportez. Je vous laisse la parole. Merci. Écoutez, bonjour. Merci pour l'organisation de cette réunion qui nous permet de rendre visibles nos actions auprès des collectivités d'Île-de-France. Alors, qu'est-ce que c'est que cette coopérative d'agriculteurs? Donc, la coopérative bio d'Île-de-France est vraiment à l'initiative des producteurs bio franciliens qui sont répartis sur tous les départements franciliens. Nous sommes bien une COP régionale. Donc, les producteurs se sont mis en coopérative en 2014. On avait eu une initiative au départ sous forme associative dès 2011 et comme en fait l'opération avait bien fonctionné, les producteurs ont décidé de passer en mode coopérative en 2014 pour en plus faire la mise en marché de leurs produits, de porter un investissement en commun qui est une unité de transformation de produits bio pour adapter à la demande. Donc en 2014, ces producteurs ont créé la coopérative bio d'Île-de-France sous forme de SIC. C'est un type de coopérative particulier, ça veut dire société coopérative d'intérêt collectif. L'idée en fait des producteurs d'ouvrir leur coopérative à d'autres, le mode SIC le permet parce que ça permet d'impliquer les acteurs du territoire, donc de différentes formes et surtout de pérenniser les partenariats. Ainsi, notre SIC est composé de 6 catégories d'acteurs. Et donc, comme par exemple… Voilà, donc il y a une diapo qui illustre bien ça. Donc, la coopérative de l'Île-de-France avec ses 6 collèges, avec bien sûr le collège prépondérant qui sont les producteurs. Aujourd'hui, on réunit, alors à l'ancien AG de l'année dernière, donc 57 exploitations agricoles. Aujourd'hui, on est plus de 70 répartis sur tout le territoire. Un collège transformateur-distributeur où là, toutes les filières sont représentées, aussi bien le légume que la meunerie, le pain, la filière lait également avec Violet, la filiale également Biocop SA qui est mode coopérative. Pardon. Un collège client avec les majeurs de restauration collective comme Compass et Sodexo, mais également des magasins Biocop cette fois. Des collectivités territoriales, alors différents types de collectivités comme des conseils départementaux. Yannick Le Lagadec en était une des représentantes avec le collège du 94, avec le conseil départemental du 94 et elle est également administrative de cette catégorie d'acteurs. Le CIRESCO, comme on vous en a parlé, la ville de Paris est également engagée avec nous, la ville de Fontenay-sous-Bois, il y aura un témoignage de Maxime Cordier, des arrondissements de Paris, le 14e, le 11e, le 17e, le 2e, voilà pour les collectivités territoriales. Des partenaires institutionnels comme le GAB Île-de-France qui intervient en amont de notre action pour accompagner les conversions et les installations en bio et la structuration des filières, et un collège salarié qui est obligatoire dans une SIC. Moi-même, je suis administrative de ce collège, salariée et directrice de la coopérative. Donc, tout ceci pour faire vraiment articulation entre amont et aval. La coopérative devient ainsi donc un lieu de concertation et de visibilité de l'offre pour ses clients
Et pour ces coopérateurs, et on donne effectivement la visibilité sur notre offre et donc les partenaires et les clients nous donnant leurs besoins, nous pouvons ainsi en fait planifier avec les producteurs N-1 les cultures qui ainsi donc on engage les producteurs avec des contrats d'engagement et on assure la coopérative assure donc un débouché sécurisé aux producteurs avec un engagement de volume et un prix rémunérateur pour les producteurs. Nous sommes sans intermédiaire, c'est du circuit court, donc c'est vraiment une COP, un groupement en fait, de producteurs qui s'est ouvert à d'autres partenaires. Mais il n'y a pas d'intermédiaire entre les producteurs et vous, les collectivités, avec lesquelles on pourrait être en marché, par exemple, et avec lesquelles on est dans le cadre de marchés publics. Alors, ce que je voulais dire, et c'est très important, ce n'est pas parce qu'une collectivité décide de s'engager avec nous qu'elle s'affranchit des marchés publics. Et également, il y a bien sûr beaucoup de clients qui sont hors, bien sûr, sociétaires et qui peuvent bénéficier de notre gamme. Nous travaillons également, bien sûr, en accompagnant la commande publique en amont pour effectivement donner notre gamme en visibilité, de montrer en fait ce qu'on fait et ainsi de pouvoir que les collectivités fassent en sorte de pouvoir, s'ils veulent notre offre, disposer de lots qui conviennent en ayant des lots, bien sûr, 100% bio, parce qu'on ne pourrait pas répondre si c'était un lot mixte, par exemple. Ce que je voulais vous dire aussi, c'est que notre gamme est assez large aujourd'hui et c'est comme ça qu'on arrive aussi à pouvoir être attractif puisqu'on a aussi bien, alors avec un cœur quand même de gamme qui sont les légumes, mais également des fruits. La gamme de légumes se décline maintenant en première, quatrième et cinquième gamme puisque on a effectivement maintenant une légumerie qui s'est ouverte au sud de Paris, à Comble-la-Ville, où la coopérative a acheté un terrain et a mis en place un bâtiment consacré complètement à la transformation de légumes et donc pouvant ainsi valoriser l'ensemble de la production légumière en fait, d'Île-de-France en bio, pouvoir distribuer ensuite aux collectivités notamment pour faire la première, quatrième et cinquième gamme. On l'a inauguré d'ailleurs le 20 janvier 2020. Donc, une gamme donc, de légumes, de fruits, mais également de produits laitiers. Yannick Lagadec en faisait illusion avec les yaourts et les fromages blancs en seau et en individuel sortis de notre fromagerie qui a été installée près de la bergerie, enfin sur la bergerie nationale de Rambouillet, et on capte les 380 000 litres produits à la bergerie nationale de Rambouillet qui a été transformé en bio. Ce lait qui est transformé en yaourt et en fromage blanc aujourd'hui. Voilà, donc également une gamme d'épicerie puisqu'on a toute la gamme de légumes secs. D'ailleurs, ces légumes secs seront également transformés dans notre légumerie pour faire de la quatrième gamme en cuisinée naturelle prête à emploi. Donc, une gamme d'épicerie, légumes secs, farine, miel et du vin, cidre et jus de pomme. Voilà, donc tout ceci est mis en orchestre. Alors, comment on fonctionne? Parce que c'est bien simple de produire, mais il faut également, bien sûr, amener les produits vers les collectivités et nos clients. Juste pour info, avant le confinement, notre chiffre d'affaires en fait, était distribué à 60% sur la restauration collective et à 40% sur 2 réseaux magasins bio spécialisés qui sont le réseau des magasins Biocoop et Naturalia. Après le confinement, et pendant le confinement, bien sûr, on s'est vu séparer complètement de cette activité en restauration collective et heureusement, l'activité en partie s'est reportée sur les magasins bio parce que c'est effectivement un créneau qui a très, très bien boosté et d'où l'intérêt de notre schéma économique d'apporter cette diversité aux producteurs, de diversité de commercialisation. Voilà, donc qu'est-ce que je voulais vous dire aussi? Ah oui, l'organisation logistique quand même, c'est important. Si vous pouvez remettre la carte de l'Île-de-France, ça serait intéressant. Voilà, donc nous avons un point de regroupement d'offres qui est sur la zone de Thiais, près du mine de Rungis. On s'appuie sur un prestataire logistique. Ce prestataire logistique va collecter partout dans les fermes, y compris à la bergerie nationale de Rambouillet, rapatrie tous les produits sur son entrepôt. On a 4 préparateurs la nuit qui préparent les commandes et ce même prestataire logisticien va livrer ensuite sur tous les points à livrer, Grande Couronne, Petite Couronne et Paris Intramuros. Et ce qui vous permet effectivement d'avoir toute la gamme de vos produits, des produits sur la palette à vous livrer.
Voilà, donc ça, on sait faire maintenant. On est attributaire de pas mal de marchés publics sur des grosses collectivités, sur des petites collectivités. On est en train de travailler également avec la région Île-de-France pour livrer les lycées Île-de-France. Voilà, tout ceci fait que, en donnant cette visibilité aux producteurs, fait que on peut développer la bio sur le territoire. On peut bien sûr faire adhérer d'autres producteurs à la coopérative qui assure, comme je vous le disais surtout, et c'est le gène de la coopérative, un engagement de volume à un prix rémunérateur pour le producteur, pour pérenniser les exploitations en bio et aussi faire levier aux conversions. Eh bien, merci, merci Nathalie Zanato. Donc, hein, on a vu effectivement on voit bien l'intérêt pour les agriculteurs, on voit bien comment ça va booster la demande. Maintenant, on va voir avec Maxime Cordier. Et puis, pour l'instant, il n'y a pas encore beaucoup de questions. Hein. Donc, je propose qu'on enchaîne directement avec Maxime Cordier. Si vous pouvez rallumer votre micro. Bonjour. Bonjour. Donc, vous êtes responsable du service production de repas à Fontenay-sous-Bois, client de Coop Bio. Et donc, ma question, moi, c'était si vous pouviez nous expliquer comment vous faites pour faire coïncider la demande politique d'avoir du bio dans les cantines des écoles et les règles de la commande publique qu'a très juste évoqué Nathalie Zanato juste avant. Et au-delà, quelles sont les conditions de réussite, l'ensemble des choses que vous avez dû mettre en place pour que ça marche. Absolument. Alors, c'était une introduction parfaite et passionnante faite par Madame Le Lagadec et puis par Nathalie Zanato. On se connaît bien et on travaille ensemble. Je fais une petite précision. La ville de Fontenay-sous-Bois, dont j'ai la responsabilité de la restauration scolaire, est même bien plus que cliente de la COP, puisqu'elle est adhérente de la coopérative. Cette adhésion, c'est un geste politique fort, ce n'est pas le choix du technicien, c'est le choix du politique qui, par cette adhésion, rend possible, en quelque sorte, par l'agrégat de ces adhésions, rend possible l'existence de la coopérative que Nathalie présente très bien et présente bien mieux que moi. Donc, c'est vrai que nous sommes au quotidien des clients de cette coopérative. On est avant tout des clients que j'appellerais très convertis à cette pratique de l'approvisionnement pour nos cuisines, telle que Nathalie l'a présentée. Alors, j'ai une autre, d'abord, merci beaucoup pour l'organisation de cette journée et surtout d'avoir intégré l'aspect de l'approvisionnement alimentaire et l'approvisionnement alimentaire pour la restauration collective, de le mettre en lien avec votre journée sur l'économie sociale et solidaire. Ça a tout son sens et je vais l'illustrer après en vous montrant l'exemple de Fontenay-sous-Bois. Je suis aussi administrateur d'une association qui s'appelle l'association Agores, qui est une contraction de l'Agora où on se rassemble et de la restauration. Agores, c'est l'ancienne ANDRM, l'Association nationale des directeurs de restauration municipale. On représente 3000 collectivités qui se rassemblent, fédèrent tous les acteurs et échangent les bonnes pratiques pour, partout dans le territoire national, métropolitain et ultramarin, défendre la restauration publique territoriale. On n'a rien contre les entreprises de restauration, bien évidemment, mais nous considérons à Agores, et c'est une association qui a une trentaine d'années, que la restauration collective, municipale, est un vrai outil applicatif d'une politique locale et qu'à ce titre, qu'il reste dans le giron de l'action publique, qu'il reste un service public, un service en régie. Moi, je ne vous entends plus. Est-ce que Non, effectivement, on n'entend plus Monsieur Cordier. Moi non plus, j'entends plus. Mince. Je pense qu'on peut peut-être continuer, Isabelle, et puis essayer de le reprendre après. Oui, on peut continuer. Du coup, peut-être je vais… Voilà, je pense qu'il essaye de se… Est-ce que Maxime Cordier, on pourrait vous entendre là? Oui, là, vous m'entendez bien? Et bien là, oui, on vous entend. Perdu, malheureusement. Ah, à partir de quand? Eh bien, à partir
partir de… Vous aviez fini la présentation de l'association. D'accord, très bien. Et expliquer que la restauration était un vrai outil de Parfait. politique de transition. Alors, excusez cette interruption, ça doit certainement être le réseau. Alors, les personnes à qui je m'adresse aujourd'hui, j'ai regardé, vous êtes assez nombreux à être des élus, vous êtes aussi des techniciens qui ont la charge dans les collectivités de mettre en place et de mettre en musique l'économie sociale et solidaire. Vous ferez, j'ai regardé, il y a très peu de responsables, et j'en ai pas vu, je crois, de responsables de restauration collective. Donc, je vais me faire la voix de ces personnes-là pour vous expliquer qu'est-ce que ça veut dire concrètement lorsqu'on a une commande et une demande politique, toute légitime qu'elle soit, une demande politique qui consiste à faire pour sa cantine, je vais parler très, très clairement, pour sa cantine, du bio, du local, de l'approvisionnement durable, une cuisine que je présente comme ce qu'on fait à Fontenay, de saine, durable, éthique, maison, de saison. Il ne s'agit pas juste d'avoir une incantation politique, il faut ensuite un applicatif technique. Les techniciens et les responsables de restauration collective se retrouvent face à deux difficultés. Une première administrative, une seconde technique. La première administrative, et c'est ce que Nathalie Zanato a présenté rapidement, je vais rentrer un tout petit peu plus dans le détail, c'est cette contrainte, ce n'est pas tout à fait le terme, mais cette nécessité de composer avec les règles de la commande publique. Qu'est-ce que ça veut dire ça? Quand on connaît, et vous serez amené à rencontrer les personnes dans vos collectivités ou les élus, vous connaissez ça très bien. Quand vous rencontrez les personnes des services des marchés, ils savent très bien qu'il y a un critère qui est interdit comme utilisation de critères discriminants au titre du choix des produits, c'est le critère géographique. C'est-à-dire que les techniciens qui veulent acheter du local n'ont pas le droit de le faire. C'est important, je suis sûr que certains d'entre vous n'en ont pas connaissance. Il est interdit de prioriser un fournisseur parce qu'il est local. Et pourtant, tout le monde souhaite le faire. Donc ça, c'est une première difficulté auquel il est tout à fait possible, et c'est très important, non pas de contourner, mais d'appliquer un grand nombre de règles qui permettent aux techniciens bien formés et connaisseurs des règles de la commande publique de faire du local sans aucun problème, mais en utilisant un certain nombre d'autres critères. Ça, c'est très important, c'est-à-dire, et c'est pour ça notre association Agores, mais que les élus doivent mobiliser leurs équipes, former les acheteurs, leurs acheteurs publics et le service des marchés à cette connaissance-là, à savoir faire ce qu'on appelle du sourcing. Le sourcing, c'est un anglicisme, on appelle ça les échanges préalables avec les acteurs économiques. Avant de lancer son marché, on doit rencontrer tous les acteurs, et par exemple, le GAB et la COP fait ça très bien, pour connaître son offre. Moi, un jour, j'ai eu une discussion avec un juge des tribunaux administratifs qui m'a dit une phrase que je n'oublierai jamais. Monsieur Cordier, vous achetez ce que vous voulez. Pas comme vous le voulez, mais vous achetez ce que vous voulez. C'est-à-dire que nous, et c'est ce qu'on fait à Fontenay, on cible quels sont les produits qui nous intéressent. Ils sont issus de la bio, ils sont locaux, ils sont de circuit court. On cible les produits, quel type de produit, quel yaourt, quel fromage blanc, quelle lentille, on les cible. Et ensuite, on va, dans notre marché public, trouver et utiliser des critères spécifiques techniques pour pouvoir aller chercher ces produits-là. Donc, le premier travail, c'est du sourcing. Ça oblige et vous, en tant que participant à cette journée-là, vous devez avoir votre rôle, c'est de connaître votre territoire et connaître l'offre alimentaire qui pourrait répondre à cette demande politique. Ensuite, il faut faire ce qu'on appelle l'allotissement, c'est-à-dire il ne faut pas faire des très gros lots qui, au final, Nathalie en a parlé, qui, au final, vont toujours revenir aux mêmes très gros distributeurs. Il faut allotir petit produit par petit produit. Ensuite, on a une chance considérable, et après je terminerai sur cet aspect administratif de la commande publique, on a une chance considérable, nous, dans les achats alimentaires, c'est que nous pouvons utiliser un critère qui jamais ne sera remis en question par aucun juge des tribunaux, c'est ce qu'on appelle la dégustation. C'est-à-dire que dans l'offre, on doit mettre un critère très important qui est le critère de la dégustation, et ça nous permet de cibler les produits et d'attribuer une très bonne note à la dégustation et une moins bonne à des produits qu'on ne voudrait pas. Voilà, donc ça c'est un premier aspect. Vous devez comprendre que les responsables de restauration collective, comme ils
il dépense l'argent public. Donc, comme il dépense l'argent public, il doit le faire dans un certain cadre. Et ce critère géographique est parfois un frein. Et beaucoup de collectivités, parce qu'ils ne sont pas formés, pas mobilisés et pas suffisamment, ils n'ont pas suffisamment élargi leur esprit, alors ils restent bloqués sur cet aspect. Nous, le local, dans la commande publique, on ne peut pas le faire. Donc ça, c'est une première chose. Une toute petite aparté. Avant, malheureusement, cet épisode du Covid, on aurait dû être reçu le 26 juin, l'association Agorest et l'association 1+Bio à Bruxelles pour présenter un projet qui nous tient à cœur depuis de nombreuses années, qui est l'intégration de ce qu'on appelle l'exception alimentaire dans les marchés publics. C'est-à-dire qu'à l'heure actuelle, je m'arrêterai là-dessus sur les marchés publics, mais à l'heure actuelle, on achète une voiture de police municipale, des éclairages publics et des pommes de terre avec les mêmes règles de la commande publique. C'est absurde. Lorsque on parle dans une journée comme ça d'économie solidaire, d'ancrage territorial de la commande publique, il faut comprendre cette spécificité alimentaire. Et donc, l'exception alimentaire est un de nos projets pour faire en sorte qu'un acheteur public, soit pour une partie de ses achats, 10, 15, 20, 30, 40%, peu importe, il faudra se mettre d'accord, mais pour une partie de ses achats, totalement libéré des contraintes d'interdiction de ce critère, toujours avec de la mise en concurrence, mais d'interdiction de ce critère géographique. J'en termine sur cet aspect administratif, mais tout le monde doit comprendre cette contrainte, cette difficulté qui nécessite aux acheteurs publics de la restauration collective de composer avec cette contrainte de la commande publique. On reviendra peut-être après dans vos questions. Il y avait un deuxième point. Et en deux mots, oui, les adaptations techniques que vous avez dû… Voilà, exactement. Alors, les adaptations techniques, la première, c'est souvent des éléments de langage, mais il faut penser notre restauration collective comme un acte paysan. Voilà. Et donc, dans cette chaîne dont je parlais du sourcing et connaître son territoire, penser sa restauration collective comme un acte paysan, c'est-à-dire sortir de cette habitude que l'on a de l'offre qui s'adapte à la demande. Non, ce n'est pas l'offre qui s'adapte à la demande, ça c'est une aberration de cette économie de marché qu'on déteste tous et qui massacre l'environnement et détruit les hommes. C'est d'adapter la demande à l'offre. Et même plus de penser en offre et en demande, c'est que nous avons des besoins et il y a de la ressource sur notre territoire. On a des besoins alimentaires et il y a de la ressource alimentaire sur notre territoire. Et c'est de cette manière-là qu'il faut penser. Et donc, adapter la pratique dans nos cuisines, que ce soit nos cuisines centrales ou nos cuisines dans les écoles, adapter nos pratiques aux produits, concrètement aux produits qui sont aux produits alimentaires, aux denrées alimentaires qui sont produites par notre territoire. Ça, c'est un des premiers points. Ensuite, Yannick Le Lagadec, on a un tout petit peu parlé. Moi, j'aime bien résumer ça de cette manière-là. Moi, je ne fais pas du bio à Fontenay. Je fais de la bio. C'est-à-dire que je ne cours pas après un pourcentage de bio en me disant je suis content parce que j'ai servi 30, 40, 50, 70%. Bientôt, on va avoir 110% de bio. Non, c'est faire de la bio, c'est-à-dire repenser ces menus d'ensemble, les végétaliser, consommer moins de viande, réduire le gaspillage, peut-être passer à 4 composantes au lieu de 5 composantes, peut-être passer en service à table au lieu de passer en self, repenser les effectifs qui sont passés avec les écoles pour réduire le gaspillage, diminuer les emballages, effectivement acheter un certain nombre de produits bio. Donc c'est à partir du moment où on donne un sens global et général à la pratique de nos services et à la pratique de nos agents, nos cuisiniers, nos agents de restauration, nos magasiniers, même nos chauffeurs-livreurs, quand ils comprennent cet esprit de faire de la bio, ça permet c'est un terme qu'on utilise beaucoup à la COP, c'est la conversion. La conversion, elle est dans tous les sens du terme. Nous, l'important, c'est de réussir à convertir les acteurs de la restauration collective et publique à ce qu'ils comprennent ce message-là. Donc, le autre applicatif très, très concret, c'est quand on adapte ses besoins à la ressource, par exemple, c'est de respecter la saison. Ça, c'est quelque chose sur lequel on travaille énormément avec Nathalie Zanato à la coopérative, c'est-à-dire qu'on rédige nos menus en fonction de la disponibilité des produits et
avec, à la limite de l'exagération pour certains. Je vous donne un exemple. Au mois de septembre et au mois d'octobre, ça va être la saison de la tomate. Lorsque les champs de tomates de Seine-et-Marne vont cracher des tonnes à l'hectare, eh bien nous, à Fontenay, on va manger de la tomate tous les jours. Tous les jours. Surtout de la tomate. Quand ce sera la saison du potiron, alors pareil, pendant un mois, on va en manger en crème, on va en manger en purée, on va en manger en potage, on va en manger tout le temps. Et c'est très important parce que j'ai encore des gens qui me disent, mais on mange encore de la tomate. Je dis oui, très bien, non seulement on va continuer à en manger, mais profitez-en parce que pendant 2 mois, vous allez en manger, puis après, vous n'en mangerez plus. Et ça, c'est des messages qui ne sont pas encore ancrés dans la pratique quotidienne des restaurateurs collectifs, parce qu'il faut comprendre, les restaurateurs collectifs, ils doivent, moi j'ai 5000 gamins qui déjeunent à la cantine tous les midis, il n'y a pas un jour où il n'y a pas de cantine. Donc, cette habitude, on est réglé, on a l'habitude d'avoir les mêmes fournisseurs. Le changement est compliqué pour des structures comme les nôtres. Donc, l'un des messages importants, c'est de respecter la saison. Nathalie en a parlé aussi, je parlais de végétaliser les menus. On a à l'heure actuelle encore dans nos menus des quantités qui sont astronomiques, des quantités de viande. On consomme de la viande quasiment à tous les repas. Alors, Egalim est en train de changer ça, bien évidemment. Mais ça, c'est un moyen. Il y a une production locale de légumineuses qui est de très bonne qualité. Et bien, pour consommer de la bonne viande et de la meilleure viande, il faut en manger moins et remplacer par des apports de protéines d'origine végétale. Donc, c'est aligner toutes ces planètes-là, c'est se faire incrémenter tous ces rouages en partant d'un principe, c'est que faire à manger à la cantine, avant tout, c'est pas une question d'hygiène, c'est un acte paysan. Ça, c'est la première des choses. Comprendre, être en relation avec sa terre, avec son territoire. Dans notre association Agores, on ne mange pas la même chose, qu'on soit à Lille, à Brest, à Bordeaux, à Toulouse, à Mayotte, où on ne mange pas la même chose. Et c'est cet ancrage territorial qui donne beaucoup de sens ensuite à notre pratique. Donc voilà les deux aspects que je voulais présenter et que vous devez tous comprendre lorsque vous allez ensuite prendre contact avec vos responsables de restauration collective selon votre mode de fonctionnement. Si vous avez une ville qui est en régie directe, qui est parfois déléguée à une entreprise, qui appartient, comme la ville de Jannick, qui adhère à un syndicat intercommunal. Donc selon les dispositifs, eh bien, vous allez faire face à des techniciens de restauration collective qui bien souvent n'ont pas la vie facile. Parce que derrière cette incantation politique de faire du bio, faire de la bio locale, parce qu'il y a une attente citoyenne, eh bien, il y a des contraintes. Les contraintes administratives dont j'ai parlé de la commande publique et des contraintes techniques qui sont, moi j'ouvre la cuisine tous les matins à 6h30, eh ben, on doit vérifier que le rideau s'ouvre bien, le camion démarre, des choses comme ça. Donc c'est un milieu qui est intéressant pour vous d'aller découvrir, qui a tout son sens dans le sens de l'économie sociale et solidaire, mais qui a des applicatifs parfois très complexes pour les techniciens. Voilà. Eh ben, merci beaucoup. On voit que vous êtes un militant. Et justement, je voulais demander du coup revenir vers Nathalie Zanato. J'imagine que tous ces… Alors, j'avais utilisé le mot client, mais vous êtes plus que ça. Toutes les collectivités avec lesquelles vous travaillez ne sont pas nécessairement tout aussi convaincues. Donc, c'est à vous de leur apporter ces notions de calendrier, de les aider parce que vous connaissez les stocks que vous pouvez avoir ou ça fait partie de votre mission? Oui, bien sûr, on doit donner le maximum d'informations, on doit tenir nos clients au courant sur l'évolution des cultures, donner effectivement de l'information s'il y a des cultures à retarder et nous mettons aussi en garde pour organiser les lots dans le cadre de marchés publics sur la saisonnalité, comme le dit Maxime, je rebondis bien là-dessus, où on met un point sur, par exemple, la saisonnalité des tomates. Vous n'aurez jamais des tomates bio d'Île-de-France en dehors de la période mi-août, mi-octobre. Voilà, donc ça, c'est des choses que l'on donne en visibilité en amont, en accompagnant la commande publique pour montrer l'offre, mais également la saisonnalité effectivement de l'offre, qui est très importante. Oui, bien sûr, on donne beaucoup d'informations quand on le peut. Et le cadre de la COP est un lieu qui favorise en fait, bien sûr, le véhicule de l'information.
Merci. Alors, je vais me tourner vers mes collègues pour voir s'il y a des questions. Oui, Isabelle, il y a 2 petites questions, non, même 3. 2 de Guillemette Dussard, qui demande d'abord s'il y a des capitalisations sur l'expérience de la plateforme Des bras pour ton assiette. Donc ça, c'est sa première question. Et sa deuxième question, savoir s'il y a des exemples de grands acteurs de l'alimentation pour les EHPAD, les hôpitaux, enfin voilà, tout ce qui est gros volume, donc en lien avec l'ESS. Et enfin, une troisième question de Tancré David, pour savoir, enfin, donc adressée à Mme Zanato, pour savoir s'il y a une collectivité des Hauts-de-Seine dans la SIC. Voilà, 3 questions. Alors, pour répondre à la dernière, peut-être, donc non, il n'y a pas de collectivité du 92 qui aura adhéré à la coopérative. Mais les collectivités du 92 sont bien sûr la bienvenue dans notre coopérative. OK. Donc, sur les autres questions, à savoir si vous travaillez avec les EHPAD, ce genre d'établissement, ou si… Alors, nous, pas en direct. Alors, on a également 2 partenaires qui sont 2 sociétés de restauration collective qui sont la Sodexo et Compass, qui elles-mêmes, bien sûr, servent ce segment de marché. Mais Oui, c'était justement la question, voilà, si Elior, Sodexo, etc., avaient des expériences significatives avec des structures qui ont des gros volumes. En tout cas, de mon information, en tout cas, je ne pense pas, de ma connaissance, les produits biolocaux ne vont pas sur ce segment spécifique. On travaille beaucoup avec la Sodexo sur le segment éducation et on travaille aussi avec Compass sur le segment entreprise plutôt. Mais sur le segment santé, hôpitaux, non, pas pour, à ma connaissance, non. En tout cas, voilà, pendant le Covid, pendant les 2 mois de confinement, oui, on a fait des opérations via Sodexo ou Compass sur ces segments-là. Mais voilà, c'était parce que la Sodexo ou Compass tenait effectivement à approvisionner en produits biolocaux en fait, ces segments-là. D'accord, très bien. Et du coup, il y avait une autre question effectivement sur la plateforme Des bras pour ton assiette. Et enfin, une autre question qui vient juste d'arriver, qui vous demande, donc du coup, j'imagine à Madame Zanato, s'il est compliqué de convaincre les agriculteurs pour se lancer dans ce type de projet. Alors, pour répondre à la dernière question, en fait, oui, il faut fédérer, il faut leur donner bien sûr envie d'aller vers le segment de la restauration collective, mais en fait, quand vous assurez un contrat d'engagement à un producteur en garantissant un volume à un prix rémunérateur, il y a une partie du chemin qui est faite. Maintenant, tous les agriculteurs ne sont pas aptes à fournir la restauration collective parce que la restauration collective présente aussi des caractéristiques. Il faut s'y adapter. Par exemple, il n'y a pas de terre qui rentre en cuisine centrale. On ne peut pas en fait livrer des produits bruts sans un minimum de calibrage avant de rentrer en restauration collective. Par exemple, et tous les produits ne rentrent pas en restauration collective également. Vous imaginez bien que une cuisine qu'en Fontenay, avec toute la volonté du monde, ne pourrait pas, par exemple, faire des haricots verts bruts afin de les équeuter ou des choses comme ça. Ils font déjà beaucoup de choses, mais c'est compliqué. Il y a très peu de radis, par exemple de bottes de radis ou salades vertes qui rentrent en restauration collective. Les produits sont à minima pré-transformés où souvent on voit dans les lots publics sortir des légumes comme des courgettes ou des tomates également qui demandent peu de transformation. Et là, on est capable effectivement de fournir des courgettes ou des tomates sans terre. Voilà. Mais c'est vrai que c'est compliqué. Donc, cette coopérative, en fait, fédère des producteurs qui ont envie d'aller sur la restauration collective, envie de mettre en commun leurs produits pour avoir une vraie envie politique d'aller vers ce segment-là et avoir des surfaces et des volumes quand même conséquents pour pouvoir mettre en marché des volumes sur des circuits un tout petit peu plus longs que ceux de leur vente directe ou les AMAP ou les marchés locaux, par exemple. J'illustre ce qu'explique Nathalie et ce qui est très juste. D'abord, l'intérêt et le rôle de la restauration collective et de la restauration territoriale et des municipalités, c'est pour innerver leur territoire et faciliter la structuration des filières, eh bien, c'est que nos volumes sont des volumes qui sont très prédictibles.
Ça, c'est très important pour l'approvisionnement et la relation qu'on a avec la COP, c'est-à-dire que on sait très bien la cantine, combien on va avoir. Nous, moi, je sais très bien combien je vais avoir d'enfants, de besoins et qui sont justement prédictibles, contrairement à certains autres secteurs où, en fonction des achats des différents clients, on peut avoir des volumes qui varient. Nous, quand on s'engage, que ce soit bien évidemment par le biais de la commande publique ou autre, la restauration collective, ça a vraiment une vraie prédictibilité. Le revers de la médaille, c'est ce qu'explique Nathalie, c'est que très rapidement, puisqu'on est prédictible et puisqu'on concerne de gros volumes de production, effectivement, tout n'est pas possible à travailler. Alors après, il y a malgré tout, il est possible, et ça demande des adaptations en cuisine, et on le fait de plus en plus, il est possible de rentrer un maximum de produits. Alors que techniquement, on appelle ça de la première gamme, mais ce sont des produits qui, justement, sont bruts et sont terreux. Alors, ça demande une maîtrise sanitaire, des choses il y a une vraie dynamique en ce moment, des choses qui, il y a encore quelques années, étaient classées dans la catégorie impossible, le deviennent de plus en plus, parce que lorsqu'on maîtrise la technicité, on peut faire rentrer des pommes de terre, faire rentrer des carottes plus brutes. Ça demande pour certaines cuisines une adaptation, ça demande d'avoir des équipes qui sont formées et qui sont mobilisées à le faire, mais rien n'est impossible là-dessus. En revanche, c'est vrai que, et c'est l'intérêt de la création d'un outil comme la légumerie du Carré Sénart, c'est pour adapter l'offre aux besoins de la restauration collective, d'avoir des produits qui sont déjà parés, des carottes éboutées, lavées, épluchées, et qu'on s'occupe, nous, en cuisine, du reste. Donc, voilà pour la question de la relation entre nous. C'est vrai, je rebondis sur ce que dit Maxime par rapport à la légumerie. C'est vrai qu'on a monté cette légumerie, c'est porté par les producteurs. Donc, c'est un gros enjeu financier. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, on a dimensionné en fait l'atelier et l'unité de transformation de façon conséquente. Et surtout avec la période pandémique que l'on vit aujourd'hui, il faut vraiment que les collectivités soient au rendez-vous pour pouvoir en fait vite saturer l'outil pour que le schéma économique soit rentable. Et c'est vrai qu'il y a aussi un temps d'écart entre la visibilité de l'offre, le fait que ça on porte à connaissance toute cette gamme, plus la mise en place des marchés publics, plus la sortie des lots. C'est vrai qu'on a vite à prendre un an directement. Et il y a possibilité aussi pour les collectivités qui veulent nous soutenir, qui veulent aider cette filière bio locale de pouvoir aussi commander sur des quantités peut-être bien plus minimes, mais au moins de nous booster, de commencer à tester les produits. Et c'est vrai qu'on attend vraiment les collectivités dès septembre si, si effectivement vous voulez encore voir cet outil demain sur votre territoire. C'est vrai que c'est un gros enjeu financier, un gros enjeu porté par les producteurs, et il faut que les collectivités soient au rendez-vous. Juste pour vous donner des notions de chiffres aussi, je vous rappelle qu'un hectare de carottes, c'est au bas mot 30 à 40 tonnes par hectare. Donc, il y a un gros potentiel de légumes de plein champ en Ile-de-France. Les collectivités ont toujours un peu peur de dire, mais de toute façon, on n'aura pas de bio parce que c'est trop confidentiel. Non. Parce que je vous rappelle qu'on est un bassin. Le bassin parisien, c'est un bassin qui est potentiellement riche en culture. Donc, c'est une zone en fait de production céréalière. Et donc, il y a des céréaliers qui se sont convertis en bio et qui se sont diversifiés dans les légumes de plein champ. Donc, on s'appuie aussi sur des grosses structures céréalières bio qui ont un potentiel important de légumes. Et voilà, donc aujourd'hui, on a soutenu les conversions et on a besoin de débouchés pour cette légumerie. Donc, voilà, les carottes bio ébouté, on sait les faire, les carottes, les pommes de terre également, les choux, les céleris, les betteraves, les potirons également, les potimarrons. Donc, toute une gamme de produits quatrième gamme. Voilà, je tenais aussi à dire qu'on a aussi le potentiel sur ces légumes-là. Ben, vous avez tout à fait anticipé une question que je voulais vous poser justement sur le potentiel qu'on avait en Ile-de-France. Est-il nécessaire de démarcher les collectivités? Et ça renvoie à une question qui a été posée, c'est comment convaincre les élus? Et puis, une fois qu'ils seront convaincus, est-ce que on doit faire quelles sont les études qui sont nécessaires à conduire pour aller vers du bio dans la restauration collective? Un peu des notions de délai peut-être comprises dans la question sur qui on peut s'appuyer. Voilà.
Alors, je me permets parce que ça, c'est typiquement il faut trouver la bonne carburation, et c'est ce que je disais au départ, entre un élu ou un maire et son équipe municipale qui souhaite mettre en place cette politique et le technicien ou l'équipe en place de la restauration collective, selon le mode de gestion, bien évidemment, mais pour un cas typique, je rappelle 60% en France, c'est un maire et une équipe municipale de restauration collective en régie directe. Et donc, il faut trouver la bonne carburation entre ces deux entités. L'élu qui descend une parole politique verticale en réponse à une attente citoyenne et le technicien qui concrètement met en musique cette politique-là. Donc, il faut trouver cette bonne carburation, il faut trouver les gens et pour les gens qui sont en place, il faut les former, il faut les convertir, il faut leur expliquer les choses que je vous ai dites. Nous, l'une des choses importantes, c'est ce que vous disiez en introduction, il y a une attente citoyenne et sociétale autour de la santé en général, le lien santé-alimentation, donc l'alimentation, la restauration, la cantine, il y a une attente citoyenne énorme. Et à Fontenay, ce qui marche bien, c'est qu'on raconte une histoire à la cantine. Le document qui est extrêmement intéressant que la COP nous a fourni, qui est une carte, vous pouvez peut-être le mettre sur le diffusé, qui est la carte de l'Île-de-France, avec tous les petits points des différents producteurs. Cette carte d'Île-de-France, voilà, c'est celle-là. Cette carte d'Île-de-France, nous, elle est diffusée et elle est présente dans toutes les écoles. C'est-à-dire que c'est ça, raconter une histoire. C'est-à-dire, souvent on dit de la fourche à la fourchette, c'est une punchline qui est utilisée depuis très longtemps, mais pour qu'on comprenne. Et ça, c'est un moyen de faire se rencontrer la volonté politique et l'applicatif technique quotidien, c'est de raconter la même histoire qui intéresse et qui donne du sens à tout le monde. C'est ce territoire qui nous nourrit. Une ville fait travailler son territoire, le territoire nourrit sa ville par l'intermédiaire des cantines. Et pour ça, donc ça c'est la vision très littéraire, j'allais dire, et l'applicatif technique, eh bien, les techniciens, par l'intermédiaire d'associations comme l'association Agores et d'une autre association sur laquelle j'aimerais insister, c'est une association 1 plus bio, qui est l'équivalent d'Agores pour les techniciens, mais pour les élus, l'association 1 plus bio, et qui donne des éléments, de la matière, des guides, des techniques, des formations, des outils, des points de rencontre pour connaître, échanger les bonnes pratiques sur comment on adapte sa cuisine, quels produits existent sur votre territoire, quelles formations vous allez faire pour vos cuisiniers, comment vous allez rédiger vos menus. Il y a même des offres d'emploi avec des gens qui peuvent venir travailler dans vos collectivités. Donc ça, c'est concrètement comment faire se rencontrer cette parole politique et la mise en musique, le chef d'orchestre technique pour donner de la vie à ça et raconter cette histoire sur le territoire. Nathalie, vous auriez envie de compléter? Non, on va juste rajouter aussi que le GAB Île-de-France accompagne aussi la commande publique et apporte aussi des éléments de réponse pour les élus et pour les accompagner dans la mise en place de circuits alimentaires de proximité et de qualité également. Donc le GAB, c'est le groupement des agriculteurs bio en Île-de-France. Oui. Qui est en fait un groupement donc de développement qui vient en amont en fait de nos actions. Clara, avons-nous d'autres questions? Oui. Oui. Je crois qu'on n'a pas répondu déjà à celle sur la plateforme des bras pour ton assiette, mais je ne sais pas s'il y a des personnes qui ont des réponses là-dessus. Je suis désolé, le nom me dit quelque chose, mais je peux pas rentrer dans le détail du projet, je suis désolé. On peut demander peut-être à Guillemette Dussard. Oui, peut-être si Guillemette Dussard du coup veut s'exprimer. Peut-être Pierre-Alain, tu peux lui ouvrir son micro. Alors, ou quelqu'un qui connaît, s'il peut nous... Plateforme des bras pour ton assiette, je la trouve pas. Bon, Et sinon, il y avait une autre question, c'était quelles études... Non, peut-être pas. Pardon? Ah si. Voilà, bonjour. Bonjour. En fait, des bras pour ton assiette, c'était la plateforme qui a été mise en place par l'État, la FNSEA et le Pôle emploi pour essayer de rapprocher des agriculteurs avec des bénévoles et des gens au chômage partiel, de façon à ce qu'il y ait justement l'installation progressive
d'écosystème et éviter de faire venir de la main-d'œuvre étrangère. Ah, pendant la crise. Ah oui, d'accord. C'est ça. Donc, je ne sais pas si l'agriculture bio a pu se saisir de cette occasion, entre guillemets, de mutualiser, de fédérer des énergies territoriales. Nous, on l'a fait un petit peu de façon sauvage entre une COPJ, une coopérative éphémère de jeunes sur un quartier plus prioritaire de la politique de la ville, avec un agriculteur, mais on a des retours relativement mitigés par les agriculteurs et je voulais savoir si du côté du bio, il y avait des expériences intéressantes justement de dynamique territoriale autour de cet outil. Oui, en fait, il y a alors pas forcément main-d'œuvre vers agriculteurs, mais ce qu'on a vécu en fait, c'est des villes qui se sont manifestées pour nous acheter par exemple des produits bruts, des cajots de pommes de terre ou des cajots de carottes, des fromages pour faire des paniers ou des colis vers des personnes en difficulté ou des familles en difficulté. Oui. Ça a été le Fontenay, cas par exemple. notamment de la ville de Fontenay-sous-Bois pour plusieurs fois. Ça a été le cas de la ville de Grigny où on a également livré beaucoup de produits bio et de plusieurs collectivités, du conseil départemental du 94 également, vers le Crous, vers les étudiants en difficulté et vers d'autres villes. Vers la ville de Paris où la ville de Paris nous a bien boosté aussi pour nous acheter des produits bruts. En fait, c'est des collectivités, notamment comme la ville de Grigny ou autres collectivités, vers lesquelles on n'avait absolument aucun approvisionnement dédié. Et par ce biais, nous a fait connaître et a fait aussi que nos producteurs, en fait, ont pu, bien sûr, vendre des produits qui ont été planifiés pour la restauration collective et restauration collective qui a disparu pendant la crise. Donc, ça nous a vraiment bien aidés. Et ça montre aussi, je crois que le curseur bouge également parce que ça permet de montrer notre offre de produits, qu'il existe en fait de l'agriculture biologique sur votre territoire et de montrer qu'il est possible aussi de mettre des circuits alimentaires aussi en place par ce biais-là. Et le volet emploi, développement de la main-d'œuvre locale, vous ne l'avez pas pratiqué Non, pas ma connaissance par cette plateforme, non. D'accord, merci. Je voudrais illustrer ce que dit Nathalie, l'exemple de notre pratique pendant la crise Covid. On ne peut pas être dans des après-midi comme ça, se rejoindre et expliquer tout ce qu'on fait ensemble si dans les vraies périodes difficiles, dans les périodes de crise, dans les périodes d'urgence, on ne se soutient pas entre collectivités qui, comme nous, donnons du sens à cette relation avec le territoire. Le réflexe de toutes les collectivités qui, au 13 mars, avaient l'information qu'à partir du 16 mars, jusqu'au minimum un mois, il n'y aurait plus de cantine. Premier des réflexes de tout le monde, ça a été d'annuler toutes les commandes et de mettre dans la difficulté tous les producteurs qui avaient planifié leur livraison pour les restaurations collectives. Donc, il y a eu une grande mobilisation partout dans le pays pour faire en sorte que les paysans, les producteurs, les exploitants agricoles, par l'intermédiaire, nous, de la COP, ne soient pas totalement laissés tomber. Donc, on est parti du principe qu'il y avait une grande partie des familles à Fontenay qui bénéficiaient donc du quotient 1 et du quotient 2 qui bénéficiaient de la gratuité de la cantine. On a 1000 enfants à Fontenay qui déjeunent le midi gratuitement. Eh bien, on a ciblé ces familles-là et on a, en se basant sur l'offre qu'avait la COP, c'est-à-dire qu'on n'a pas passé une commande, on a pris contact avec Nathalie, avec la coopérative, en disant voilà en quoi vous avez besoin de nous pour valoriser les produits, vous les achetez et qu'ils ne soient pas perdus pendant cette période-là. C'est toujours dans les périodes de crise qu'on reconnaît les partenariats stables et solides. Merci beaucoup. Et du coup, il y avait une autre question, Isabelle, c'était quelles études sont nécessaires pour aller vers de la restauration collective et qui conduit ces études? Quelles études, vous voulez dire quel parcours universitaire, c'est ça? Non, je pense que c'est plutôt des études de faisabilité, j'imagine. Ah oui, d'accord. Pour ce qui est en fait des retours d'expérience ou autres, il y a une tête de réseau qui s'appelle la FNAB, la Fédération nationale de la lecture biologique. Ils ont un site en fait très bien fait où il y a sur repas.org, je crois, le lien, donc un lien en fait possible avec un retour d'expérience sur plein de collectivités. Donc voilà. Absolument.
Je pense et moi, je redonne les deux exemples. Pour la partie des techniciens et des restaurateurs collectifs qui souhaitent se lancer dans ce beau projet de la transition alimentaire dans leur restauration collective, eh bien, il y a l'association Agores qui permet d'échanger les bonnes pratiques, de se former et de s'informer. Et puis pour les élus, il y a l'équivalent avec l'association 1+Bio qui est encore plus fournie qu'Agores, mais vraiment tournée vers la partie des édiles, qui édite des guides, des méthodes et qui, pareil, forme et informe. Eh ben, merci. Merci à nos intervenants. Je ne vois pas Jannick Le Lagadec, donc elle ne peut pas me faire signe. Je ne sais pas si elle avait envie de. Elle est déjà partie, en fait, Isabelle, je crois. Je crois qu'elle a dû quitter la visioconférence. D'accord. Ah oui, c'est vrai, elle avait dit qu'elle partirait de bonne. Mais en tout cas, merci beaucoup. Tout ce qu'on a échangé sera mis à disposition dans le compte-rendu avec les liens que les uns et les autres ont évoqués et mis à notre disposition. Donc, un grand merci à Maxime Cordier et à Nathalie Zanato pour avoir partagé avec nous cette belle expérience qui a, si j'ai bien compris, des potentiels de développement. Donc, rendez-vous peut-être dans 1 an ou 2 pour en reparler. Et puis bonne chance à la légumerie. Puisque, à très bientôt. Merci à tous. Merci. Au revoir. Voilà, écoutez, on a terminé cette séquence de premier atelier. On va faire une toute petite pause et on se retrouve à 15h30 pour la dernière séquence de la journée sur le réemploi et la réparation qui sera orientée réparation, comme nous l'a dit Léo ce matin, et qui sera animée par la CRES. À tout à l'heure. Merci bien.